moi, donc, parce que je n'ai pas la possibilité, j'ai un problème sur le PC, si vous pouvez enregistrer la séance, vous l'enregistrez pour l'envoyer à vos camarades qui seraient éventuellement absents. Et voilà. Et moi, donc, je vais vous envoyer après les contenus de cours, tout ce qu'on fera, hein, les contenus, je vais les envoyer. Hein, pas de souci. Ok. Mais sinon, pour l'enregistrement, si quelqu'un peut enregistrer, voilà. Ok. Donc là, pour le module, normalement, il y a une introduction à l'algorithmique. Le langage algorithmique, c'est des rappels, vous connaissez. Hein. Et ça, donc, je vais pas m'attarder sur les deux premiers points. On va essayer de rappeler au fur et à mesure de l'avancement. Donc, c'est les histoires de notation, et c'est quoi un algorithme, etc. Tout ça, vous savez. Donc, ça nous permettra de gagner peut-être 2 séances qu'on a l'habitude de faire essentiel. On va donc faire le chapitre 1. S'il vous plaît, vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. Il y a du bruit. Donc, le chapitre 1 va porter sur des rappels, procédures et fonctions. Pourquoi? Parce que ça, c'est important. Procédures et fonctions, il faut savoir écrire les procédures et les fonctions. Sinon, pour le reste, ça sera pas possible. Hein, parce que tout ce qu'on va écrire après, ça sera des procédures et des fonctions. Le chapitre 2 va porter sur la représentation des données en mémoire, notamment la représentation contiguë et la représentation chaînée. Bon, vous avez eu beaucoup d'éléments sur ça. Je pense que vous êtes arrivé aux listes chaînées l'année dernière. Vous avez fait des listes chaînées. Mais on va les reprendre avec des définitions de type spécifique. Il y aura le chapitre 3 qui va porter sur la complexité des algorithmes. C'est une notion peut-être que vous connaissez pas ou que vous avez entendu, dont vous avez entendu parler comme ça de manière superficielle. Mais en fait, ce sera un chapitre qui permettra donc de voir cette notion de complexité d'algorithme. Le chapitre 4 va porter sur des structures spécifiques qui s'appellent pile et fil. Et ça, on va voir que une pile ou une file, vous pouvez l'implémenter soit avec un tableau, mais c'est une structure spécifique, ou bien avec une liste chaînée, et ça va être aussi des structures spécifiques. Vous avez le chapitre suivant qui va porter sur la récursivité des fonctions récursives. Et enfin, vous allez avoir une structure de données que vous connaissez pas encore, c'est les arbres. Voilà. Donc c'est ça le contenu du module. Bon, je vais commencer donc avec le chapitre 1, les procédures et les fonctions. Et pour moi, en fait, c'est des rappels, hein, parce que c'est des choses que vous connaissez. Voilà. Donc, on les appelle procédures et fonctions, on les appelle actions paramétrées. En fait, vous risquez de voir comme ça des carreaux, des accents, etc., qui n'apparaissent pas comme des appels. D'accord? Donc, actions paramétrées, en fait, c'est quoi? C'est un sous-programme. D'accord? On les appelle aussi procédures et fonctions, en fait, qui permettent de décomposer un programme en entités plus petites. Et donc, ça simplifie l'écriture de programmes qui seraient éventuellement complexes. Donc, vous avez vu les actions paramétrées, les procédures et les fonctions. Vous les écrivez comme ça de manière modulaire à part. La fonction, vous l'écrivez à part. La procédure, vous l'écrivez à part. La fonction 2, vous l'écrivez à part. Mais après, dans un programme, vous pouvez les appeler. Voilà. Vous pouvez, au lieu de mettre dans un programme tout le corps d'une fonction, tout le corps de la procédure, à chaque fois que vous en avez besoin, vous lui faites juste un appel. Cela donc permet d'avoir d'abord une clarté d'écriture dans vos programmes, d'accord. Ça vous permet aussi de réutiliser le code de ces fonctions et procédures. Vous n'allez pas les écrire à chaque fois. Une fonction, vous l'écrivez une seule fois, vous pouvez l'appeler plusieurs fois. Il suffit de changer les paramètres d'appel. La même chose pour la procédure. D'accord. Donc, voilà. Donc, l'idée de base des actions paramétrées, c'est de simplifier l'écriture de programme, décomposer donc un problème complexe en petits morceaux qui seraient des problèmes plus ou moins faciles à résoudre. Donc, chaque fonction, elle va répondre à une fonctionnalité. Chaque procédure, elle va aussi essayer de répondre à une fonctionnalité. Ensuite, ces fonctionnalités seront agencées
dans un algorithme global, dans un programme. Elles seront appelées selon une logique, bien sûr, on ne peut pas appeler n'importe comment. Elles auront donc à être appelées avec des paramètres spécifiques pour écrire un algorithme global ou un programme. Voilà, donc la procédure peut être appelée, donc c'est un sous-programme qui peut être appelé à partir du programme principal. Elle peut être appelée à partir d'une autre procédure ou d'une autre fonction. Donc une fonction peut appeler une fonction peut appeler une procédure peut appeler une autre procédure, une procédure peut appeler une autre fonction et ainsi de suite. D'accord. Donc elles peuvent s'appeler entre elles. Donc vous avez vu l'année passée que pour une procédure ou une fonction, vous pouvez avoir des paramètres, vous pouvez ne pas avoir de paramètres. D'accord. Il y a des procédures ou des fonctions qui n'ont pas de paramètres. Elles n'ont pas besoin de données en entrée, elles ne font pas sortir quelque chose. Entre autres, une fonction qui fait juste un affichage, ou une procédure, pardon, qui fait juste un affichage, elle n'a pas besoin d'une entrée. Hein. Elle affiche un message à l'intérieur et tout. Voilà. Donc, elle ne retourne pas la procédure ne retourne pas de résultat. Hein. La procédure ne retourne pas de résultat. Et c'est pour ça que la procédure n'a pas de... peut retourner des résultats. Où est-ce qu'elle retourne les résultats de la procédure? La procédure, où est-ce qu'elle peut retourner des résultats? Elle va faire un certain traitement, elle va retourner des résultats éventuels. D'accord. Où est-ce qu'elle va retourner les résultats? Vous pouvez m'écrire dans le chat, s'il vous plaît, hein, si vous avez des réponses. Les paramètres de sortie. Voilà. Non, on évite d'afficher les résultats, soit dans le nom de la fonction, soit comme paramètre de sortie dans une procédure. Hein. Donc évitez, si c'est pas demandé, évitez d'afficher les résultats d'une procédure ou d'une fonction à l'intérieur même de la procédure et de la fonction. Voilà. Alors, une procédure, fonction, elle peut avoir ses propres variables, c'est-à-dire les variables avec lesquelles elle va travailler en interne. Ce sont des variables locales. Les variables locales ne sont pas visibles à l'extérieur. C'est uniquement la procédure où elles sont définies qui peut les utiliser. Après, on va voir dans les exemples de variables locales. Une procédure, elle a un seul point d'entrée. Donc, si vous voulez commencer l'exécution d'une procédure, il faut l'appeler. Il faut pour l'exécution d'une procédure ou d'une fonction. Parce que si vous l'écrivez sans l'appeler, elle ne s'exécutera jamais. Hein. Donc, il faut provoquer l'exécution de la procédure ou de la fonction par un appel. D'accord. Et maintenant, quand vous appelez la procédure, le seul commencer, elle va commencer par la première instruction. Bon, parfois j'écris fonction, parce que j'ai fait du copier-coller. Donc, c'est la première instruction de la procédure. Après, je vais corriger. Et la procédure, elle peut s'arrêter donc à plusieurs points. Quand vous avez des if et des else, d'accord, des si alors sinon, elle peut sortir sur une instruction, elle peut sortir sur une autre instruction, etc. Ça, vous allez le voir aussi sur les exemples. Alors maintenant, la fonction, c'est-à-dire pour voir un petit peu la différence avec la procédure, c'est la même chose. Donc une fonction, c'est un sous-programme que vous écrivez une fois, que vous pouvez appeler plusieurs fois, en changeant juste les paramètres d'appel. Une fonction peut être appelée par une autre fonction, par une procédure. Elle peut être appelée par elle-même. C'est des fonctions récursives. Ça, on va les voir après. Bien sûr, la fonction aussi, comme la procédure, elle peut avoir des paramètres ou pas de paramètres. Si elle n'a pas besoin de paramètres, donc on ne va pas lui faire passer des paramètres. Elle retourne, par contre, une fonction retourne un résultat dans son nom. D'accord? Elle retourne un seul résultat. D'accord? Elle peut retourner un seul résultat qui soit simple, par exemple un entier, un booléen, un réel, etc. Il peut être structuré le résultat. Elle peut vous retourner, par exemple, un enregistrement. Vous connaissez les enregistrements. Par exemple, vous calculez quelque chose qui va vous donner une date, d'accord, dans la fonction. Donc, il va vous calculer une date. Avec la date, vous pouvez la faire sortir comme un résultat structuré dans le nom de la fonction. Voilà.
Après, vous allez voir comment on écrit pour faire retourner un résultat dans une fonction, dans le nom de la fonction. Bon, la fonction peut modifier les paramètres de sortie selon la logique du C. Comme vous allez utiliser le langage C pour faire du TP, il faut savoir que une fonction peut modifier les paramètres de sortie. Ça, peut-être qu'on vous a dit, parce que chaque année, c'est la même question qui revient. Peut-être qu'on vous a dit en première année, la fonction ne change pas les paramètres. Elle n'a pas de paramètres de sortie. Elle fait sortir juste le résultat dans son nom. Et bien, dans la logique du C, non. Dans la logique du C, une fonction, elle peut faire sortir un résultat dans son nom avec un return le résultat, mais même les paramètres, elle peut les modifier. D'accord? C'est les paramètres qui sont passés par adresse. Après, vous allez comprendre tout ça en TP avec l'avancement du cours. Donc, j'insiste sur ce point 4, elle peut modifier les paramètres de sortie. Hein, rien ne l'empêche, même si on vous a dit l'année dernière que la fonction ne modifie pas les paramètres. Non, c'est pas vrai. Dans le langage C, elle peut modifier les paramètres. Donc, dans certains langages, peut-être que c'est pas permis, mais dans d'autres langages, c'est permis. Voilà. Avec un pointeur, oui. Quand je dis par adresse, c'est l'utilisation de pointeurs en langage C. Bien sûr, la fonction aussi, comme la procédure, elle peut avoir ses propres variables, les variables locales qu'elle utilise à l'intérieur. Elle a un seul point d'entrée quand vous l'appelez. Elle commence à la première instruction, c'est sûr. Et elle peut avoir plusieurs points de sortie alternatifs. Bien sûr, si elle sort sur un point, elle va pas sortir sur l'autre. Hein. D'accord. Donc, alternatif, ça veut dire qu'il y a des i, si, alors, sinon, etc. Si elle sort dans le alors, elle va pas sortir dans le sinon. Si elle sort dans le sinon, elle va pas sortir dans le alors. Ça, c'est logique. Et on va utiliser, pour retourner un résultat dans une fonction, on va utiliser l'instruction retourner. Pourquoi on utilise l'instruction retourner? On veut se rapprocher un petit peu de la syntaxe du C. Quand vous utilisez le C, d'accord, le C, il utilise le return, d'accord. Nous, en algorithmique, lorsqu'on va écrire une fonction qui va retourner un résultat, on va mettre retourner et on spécifie le résultat à retourner. Et ça, bien sûr, vous allez aussi le voir dans le détail, d'accord. Vous avez dû voir ça, je mets une remarque, vous lisez s'il vous plaît la remarque. Je suppose, parce que vous avez vu ça, si vous avez fait du TP l'année dernière, vous avez dû voir ça. En fait, en langage C, le langage C ne fait pas la différence entre procédure et fonction. Il n'y a pas un mot-clé procédure et un mot-clé function. Comme pour, par exemple, Pascal, vous avez le mot-clé procédure et vous avez le mot-clé function. D'accord? Il fait la différence entre procédure et fonction. En langage C, il ne fait pas la différence. D'accord? Même le programme principal, pour lui, c'est une fonction. C'est la fonction main. Vous connaissez? Vous avez fait du TP l'année dernière en langage C. Vous pouvez me répondre. D'accord, voilà. OK. Donc, même le programme principal, c'est une fonction. C'est la fonction main. D'accord. Donc, comment distinguer une procédure d'une fonction? Alors, la procédure, elle va retourner elle aura un type void. C'est-à-dire, elle retourne rien. Il n'y aura pas de return. Quand vous écrivez une fonction de type void, d'accord? Par exemple, void affiche ou quelque chose comme ça. La fonction affiche, qui est de type void, elle ne fait pas de return quelque chose, parce qu'elle ne retourne rien du tout. Le void ne retourne rien du tout. D'accord? Maintenant, une fonction qui va retourner la somme des éléments d'un tableau, par exemple, elle sera de type int, elle ne sera pas de type void. D'accord? Elle sera de type int sum par exemple, et elle va faire un return S. On aura calculé le S dans la fonction et on va le retourner.
Donc, comment distinguer en langage C entre procédure et fonction? Il n'y a pas de mot-clé procédure et fonction, mais si votre fonction elle a un type void à gauche, elle ne retourne rien dans son nom, et donc c'est une procédure. Si votre fonction elle a un type int, float, char, etc., pointeur, ainsi de suite, structure ou là, c'est une fonction dans le sens de l'algorithmique et elle va retourner un résultat avec l'instruction return. Elle va retourner un résultat qui va correspondre soit à un int si elle est de type int, il va correspondre à un float si la fonction est de type float et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est la remarque que je voulais faire par rapport à cette petite différence entre l'algorithmique et le langage C. En algorithmique, on va faire la différence, on va écrire procédure quand c'est une procédure, on va écrire fonction quand c'est une fonction, mais en langage C, sachez que vous n'avez pas la possibilité d'écrire procédure ou function, vous allez avoir toutes les fonctions, d'accord, mais vous allez avoir un type void pour les procédures et un type qui n'est pas void pour les fonctions. Voilà, donc d'autres conventions sur lesquelles on doit s'entendre. L'imbrication de fonctions et de procédures. Est-ce qu'on a la possibilité, je pose la question, hein, d'accord. Est-ce qu'on a la possibilité d'écrire, je suis appelé, hein, faites la différence, je suis appelé, c'est écrire le corps d'une fonction. Est-ce qu'on a la possibilité d'écrire le corps d'une fonction dans une autre fonction? Non, madame. Non. Non. Il faut qu'elle soit définie avant. Oui. Bon, je regarde les réponses, hein, je regarde les réponses des étudiants. Donc, vous me dites non. Ok, d'accord, ok. Donc, c'est non, hein. C'est non. Pourquoi? Parce qu'on va suivre encore une fois, on ne peut pas définir une fonction dans une procédure ou une procédure dans une fonction parce qu'on va suivre la logique du C, hein. Mais dans d'autres langages, c'est possible, hein. D'accord, dans d'autres langages, c'est possible. Eh ben, en fait, parfois, les enseignants, ils suivent d'autres langages et ils vous disent, vous pouvez écrire le corps d'une fonction dans une autre, ou là, le corps d'une procédure dans une fonction, ou là, parce qu'ils suivent d'autres logiques. D'accord? Moi, je vais suivre la logique du C. Donc, je vous écris, pour suivre la convention du langage C, on ne permettra pas l'imbrication des définitions de procédures et de fonctions. Donc, ça veut dire pas de fonction de procédure définie dans une autre. Mais, on peut avoir l'appel d'une fonction dans une procédure, l'appel d'une procédure dans une procédure ou d'une fonction dans une procédure. Ah, d'accord. Les appels, c'est possible. Mais pas les définitions, les corps de fonctions dans d'autres. Maintenant, dans les ouvrages, là, vous pouvez trouver une fonction définie dans une autre. C'est pas tout à fait faux, hein. Mais ça veut dire qu'ils ont suivi une autre logique. D'accord. Là, selon la logique du C, on peut pas. Voilà. Maintenant, il y a une autre question. Comment je vais choisir entre fonction ou procédure? Bon, j'ai un énoncé, on me dit, voilà ce que je veux avoir comme, ce que je peux faire comme traitement. Et après, on me dit écrire un sous-programme ou écrire une action paramétrée. Comment je vais choisir, est-ce que je vais écrire une fonction ou une procédure? Madame, si on attend un résultat à afficher, on choisira une fonction. Si... À retourner, voilà, mais à afficher. À retourner plutôt. Oui. Sinon, on choisira une procédure. Oui. Non, mais dans une procédure, tu peux avoir plusieurs résultats à retourner. Attention, hein, dans une procédure, tu peux avoir plusieurs résultats à retourner. Tu peux avoir... si tu as un seul résultat qui serait simple, ou bien une variable type structurée, on va opter pour une fonction. Si on a un seul résultat à faire sortir, on va opter pour une fonction. Si on a plusieurs résultats à faire sortir ou on n'a pas de résultat à faire sortir, il y a en général un sous-programme, il a toujours un résultat. Hein, d'accord. Sauf avec le sous-programme
très simple, un affichage à l'intérieur d'une procédure. C'est tout. Mais sinon, si on a un résultat complexe ou plusieurs résultats, on va opter pour une procédure. Voilà. Si on a un seul résultat, on va opter pour une fonction. Si on a plusieurs, on va opter pour une procédure. On va faire sortir les résultats dans les paramètres de sortie. La fonction retourne un seul résultat, mais la procédure peut retourner plusieurs résultats. Voilà. OK. C'est ça. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on va faire le choix entre procédure et fonction. Bon, on va avancer. En langage C, si tu as un résultat à faire sortir, un seul résultat à faire sortir, qui soit de type int, float, pointer, ce que tu veux, d'accord? Tu vas mettre à gauche de ta fonction, tu as le nom de la fonction, à gauche du nom de la fonction, tu vas mettre le type. Donc, tu vas mettre int, par exemple, F1. F1, c'est le nom de ta fonction. Tu vas mettre int F1, tu vas mettre des paramètres. À la fin de la fonction, tu vas faire un return. Tu vas retourner le résultat qui va correspondre au int. Si ta fonction doit retourner un float, d'accord? Tu vas mettre float, F2, tu vas lui mettre des paramètres et tu vas retourner à l'intérieur, tu vas mettre return quelque chose, x par exemple. Le x sera de type float, c'est le résultat que tu vas retourner dans ta fonction. Maintenant, si tu vas opter pour une procédure, tu as plusieurs résultats à faire sortir, tu vas avoir une procédure P de type void, donc tu vas mettre void P, et à l'intérieur des paramètres, tu vas avoir des résultats. Donc les résultats, tu vas les faire passer par adresse, par pointeur, le étoile. Ça, vous allez mieux comprendre lorsque vous allez faire des TP. Oui, il y a une question? Oui, madame, j'ai une question. Allô? Oui. Madame, quelle est la différence en sortir avec un seul résultat ou là on retourne avec un seul résultat? En général, lorsqu'on utilise le mot retourner, c'est pas réservé. Lorsqu'on utilise retourner, ça veut dire on fait allusion au return. C'est une fonction. D'accord. Lorsque je dis, je vais faire sortir des résultats, ce n'est pas un return, forcément. Ce n'est pas un return. C'est dans les paramètres de sortie, par pointeur, par adresse. On dit c'est les paramètres qu'on fait passer en sortie ou là en entrée sortie. C'est juste un abus de langage, c'est pas. Ah, d'accord. Peut-être c'est une petite indication lorsque je dis écrire une action paramétrée qui retourne la somme, d'accord, des éléments d'un vecteur. Déjà, on voit que c'est un return, par exemple. C'est une fonction, non. D'accord. Oui. Mais sinon, il faut pas trop faire attention à ça. Oui. Merci. Ok. Voilà. Ok. Donc, maintenant, comment déclarer une procédure, ça vous l'avez vu, en langage algorithmique, vous avez vu l'année dernière, pour déclarer, ça, quand je dis déclarer, c'est définir une procédure, c'est écrire le nom, le corps de la procédure. Donc, vous avez procédure, un mot-clé, je mets en bleu, vous mettez le nom de la procédure, s'il vous plaît, quand vous mettez les noms de procédure, les noms de programme, les noms de fonctions, essayez d'utiliser, d'opter pour des noms significatifs. Ne mettez pas, par exemple, procédure adl. Je sais pas, ça n'a aucun sens. Ou la programme adl. Ça n'a pas aucun sens. D'accord? Ou la programme amin, ou là. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donnez à la procédure ou à la fonction ou au programme un nom qui désigne ce qu'elle fait. Par exemple, une fonction qui fait la somme, je vais mettre fonction somme. D'accord? Je vais pas lui donner mon nom. Ok, voilà. J'ai vu parce que les étudiants, ils s'amusent à donner des noms comme ça au programme. Même les fichiers, il faut leur donner des noms significatifs quand vous enregistrez. Bon. Donc ici, nom de la procédure, et vous avez un ensemble de paramètres. Paramètre 1 avec son type, paramètre 2 avec son type et type. Et ainsi de suite. Là, vous pouvez avoir la clause var à l'intérieur. C'est à ce niveau que vous allez déclarer des variables locales. Si la procédure a besoin d'utiliser des variables locales, vous déclarez. Si elle n'a pas besoin, vous déclarez pas. Après, elle commence par début, elle se termine avec fin. D'accord.
Et vous avez, entre début et fin, vous avez les instructions, les affectations, les calculs, etc. Donc, vous avez des instructions à l'intérieur de la procédure. Les mots-clés, donc vous avez procédure, var, début et fin. Vous avez des paramètres avec leur type, des variables locales et des instructions. Là, je fais la définition d'une procédure. Et bien, comment on appelle les paramètres? C'est quoi la différence entre paramètres et variables locales? D'accord. Bon. Comment vous appelez les paramètres qui sont donnés ici dans la définition de la procédure? Paramètre 1, paramètre 2. Quand je définis la procédure, mais quand je l'appelle, hein, là, je suis en train de la définir. Faites la différence. Comment vous les appelez, les paramètres? Non, non, c'est faux, non. On les appelle paramètres. C'est des arguments, c'est des paramètres. Non, mais oui, on les appelle paramètres, ça a un qualificatif. Argument, c'est correct aussi. Non, local, c'est à l'intérieur. Local, c'est les variables locales. Non, regardez. Voilà. Les paramètres formels. D'accord, c'est des paramètres formels. Quand vous écrivez quand vous écrivez le corps d'une procédure, d'une fonction, vous avez dans la première ligne des paramètres avec leur type, c'est les paramètres formels. Les paramètres formels, ils n'existent pas en mémoire. Ça veut dire que c'est juste pour écrire la forme. Pourquoi ils n'existent pas? Parce qu'on n'a pas encore appelé la procédure à la fonction. Au moment de l'appel, ils vont exister en mémoire. Ça va être des paramètres effectifs. C'est des variables, les variables que vous utilisez, la définition, la déclaration de la procédure. Les paramètres formels n'existent pas en mémoire. Et les paramètres avec lesquels vous allez faire l'appel, on les appelle les paramètres effectifs. Donc il faut faire là, je vais écrire juste dans le chat. Paramètres formels. Donc, la procédure. D'accord? Donc, n'existe pas en mémoire. Et les paramètres effectifs, on n'est pas encore arrivé, Malish. Les paramètres effectifs, donc c'est les paramètres avec lesquels, donc pour appeler, on les utilise pour appeler la fonction ou la procédure. Demain, ils doivent exister en mémoire. C'est sûr, sinon. Voilà. D'accord? Voilà. Donc maintenant, j'ai une question. C'est quoi la différence entre les paramètres et les variables locales? Vous avez vu, j'ai des variables locales et j'ai des paramètres dans la première ligne et je peux avoir des variables locales à l'intérieur, dans la clause var, dans la rubrique var. C'est quoi la différence? C'est sûr que c'est pas la même chose. Hein. La liaison entre le programme principal ou HADA, mais les variables non. Voilà, les paramètres, au moment de l'appel, ils ont une signification précise. Hein. Ils sont importants, les paramètres. Parce qu'au moment de l'appel, vous êtes obligé de substituer chaque paramètre effectif, chaque variable d'appel, quand vous allez les appeler, chaque paramètre, il va avoir son correspondant au moment de l'appel. Mais les variables locales, c'est juste des variables de traitement, de calcul. Vous en avez juste besoin pour faire des calculs intermédiaires, sauvegarder quelque chose à l'intérieur de la procédure. Mais quand vous sortez de la procédure, c'est orange. D'accord. Retenez que les variables locales, c'est juste des variables pour le traitement à l'intérieur de la procédure. Ils ne sont même pas visibles à l'extérieur quand vous allez appeler la procédure. Mais par contre, les paramètres, ils sont visibles. D'accord. Ils doivent faire, comme a dit votre camarade, vous devez faire le lien entre les paramètres, les paramètres formels, et les paramètres d'appel ou les variables d'appel dans votre programme qui va appeler la procédure. Et ça, c'est important. Voilà.
Ok, donc voilà, on va avancer. Pour la fonction, c'est à peu près la même chose. Donc, sauf qu'il faut commencer par le mot fonction. D'accord? Vous donnez le nom de la fonction, la liste des paramètres, et regardez ce qu'il y a à la fin. Il y a 2 points type. D'accord? Par rapport à la procédure, il n'y avait pas ça. Donc, il y a 2 points type. Ça veut dire que la fonction, elle va retourner un résultat de ce type que je mets en orange. Donc, si je mets entier, elle doit retourner un résultat entier. Si je mets réel, elle doit retourner un résultat réel. Si je mets date, elle doit retourner un résultat de type date. D'accord? Une structure jour, mois, année. Et ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, elle a des variables locales, des instructions de la fonction. Après, je vais corriger. Les instructions de la fonction. Voilà. Parce que je fais du copier-coller, donc parfois j'oublie de tout corriger, de tout modifier. Donc, les mots-clés que vous avez dans l'écriture d'une fonction, vous avez fonction, var, début et fin. Le type de la fonction, c'est le type du résultat qui devra être retourné. D'accord? Comme il y a un seul résultat, avec un return, un retourné. Des paramètres avec leur type, c'est toujours des paramètres formels. Des variables locales qui seront utilisées juste pour des calculs en interne dans la fonction. Les instructions, donc, voilà, comme n'importe quel programme, et une ou plusieurs instructions retournées, mais alternatives, attention. Hein. Vous ne pouvez pas mettre, par exemple, deux instructions retourner X, et juste après, vous mettez retourner Y. Ça n'a pas de sens. Parce que le retourner, il va vous faire sortir de la fonction. C'est comme en langage C aussi. Hein. C'est faux d'écrire return X et point virgule return Y. Ça n'a pas de sens parce que avec le return Y, il n'est pas accepté ici. Mais le return X, il fait sortir, c'est un exit de la fonction. Donc, ce qu'il y a après le premier return ne sera pas exécuté. Maintenant, je peux mettre if, condition, retourner, si condition, retourner X. Sinon, retourner Y. C'est correct. Pourquoi? Parce que si la condition est vraie, on va retourner X, on va sortir, on va pas aller dans le sinon. Mais si la condition n'est pas vraie, on va pas retourner X, on va aller retourner Y. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que vous pouvez avoir plusieurs instructions retournées. Mais l'une à la suite de l'autre. Alternative. Si je sors avec un retourné, je ne sors pas avec l'autre. D'accord? C'est ce que j'ai dit au début, plusieurs points de sortie, mais alternatifs. Ça veut dire avec des if, alors, sinon, etc. Si je sors sur un point, je ne sors pas sur l'autre. Est-ce que c'est compris? D'ailleurs, même en langage C, si vous écrivez par inattention, vous écrivez return X, point virgule, return Y, il va vous dire une erreur. Hein, il va vous dire le deuxième return est inaccessible. Bon. Maintenant, l'appel d'une procédure. Comment appeler une procédure? Quand vous appelez la procédure, regardez. J'appelle une procédure avec son nom directement. Hein. D'accord? Je commence, j'écris le nom de la procédure et je mets des variables. C'est comme ça que je fais l'appel. C'est une instruction dans un programme qui va appeler la procédure. Donc, je mets des variables. D'accord? Eh bien, j'ai mis var 1, var 2, etc. Et je vous écris en bas. Ce sont des variables effectives. D'accord? Ça veut dire qu'elles ont une existence en mémoire. Elles existent. Et elles doivent correspondre aux paramètres formels en ordre, en type et en nombre. Ça veut dire, si vous avez écrit une procédure avec paramètre 1, paramètre 2, au moment de la définition, et bien, quand vous écrivez, quand vous appelez votre procédure avec var 1 et var 2, il faut savoir une chose, c'est que le type de var 1 doit être le même que le type de paramètre 1, le type de var 2 doit être le même que paramètre 2, mais ils doivent correspondre en type. Et que dans votre procédure, le var 1, il va jouer le rôle de paramètre 1 et le var 2, il va jouer le rôle de paramètre 2.
Et si vous avez écrit votre procédure avec 2 paramètres, il faut l'appeler avec 2 paramètres. Vous ne pouvez pas l'appeler avec 3 paramètres. Donc, le nombre de paramètres, au moment de l'appel, il faut regarder le nombre de paramètres. Le nombre de variables d'appel doit correspondre au nombre de paramètres avec lesquels vous avez écrit la procédure. Les types, si le premier paramètre c'est un entier, ça veut dire que var1 doit être de type entier. Si le deuxième paramètre est réel, var2 doit être de type réel. Voilà. Et l'ordre, il est important. Voilà, donc l'ordre, le nombre de paramètres et le type des paramètres. OK? Ok, très bien. Donc, la suite. Voilà. Regardez, je vous mets un exemple d'une procédure. J'ai fait exprès de ne pas écrire sans une procédure sans. J'ai écrit une procédure différence. D'accord. Et normalement, si je devais opter pour une procédure ou une fonction, j'aurais choisi fonction. D'accord. Fonction différence, et je retourne le résultat x moins y. Mais allez, j'ai écrit une procédure. Et c'est pas faux, hein, même si vous écrivez comme ça. Toute fonction, vous pouvez la transformer en procédure. Attention, hein. Une fonction, vous pouvez la transformer en procédure. Ça veut dire que le résultat qui sera retourné par la fonction va sortir comme paramètre de sortie dans la procédure. C'est tout. Il faut retenir que toute fonction, vous pouvez la transformer en procédure. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai fait exprès, j'ai écrit une procédure différence. D'accord. Après, je vais écrire une fonction différente. Je lui donne en entrée x, y de type entier. Vous voyez, je mets e. Ça veut dire que c'est un paramètre que je vais faire passer en entrée. Après, on va venir au mode de passage de paramètres. Donc, c'est un paramètre qui va rentrer. Ça veut dire que j'aurai besoin de sa valeur. C'est une donnée. Quand c'est une donnée, c'est un paramètre d'entrée. Quand c'est un résultat, c'est un paramètre de sortie ou la d'entrée-sortie. Voilà. Pour retenir cette logique. Donc, en entrée, je fais passer x. En entrée, je fais passer y. En sortie, je vais récupérer un r. C'est mon résultat, le R. D'accord. La procédure, elle fait quelque chose de très bête, de très banal, x moins y. Elle stocke le résultat dans R. Le R, ça sera mon résultat. Donc, il va être dans les paramètres de sortie. OK? Regardez mon programme, c'est algorithme. Bon, je vais rectifier. Algorithme test. D'accord. J'ai pris 4 variables A, B, C, D de type entier. J'ai pris res de type entier. J'aurais pu écrire R, hein. Même R, ça aurait marché. C'est pas le même R que celui-là, que celui de la définition de la procédure. D'accord? Donc, A, B, C, D de type entier et res de type entier. Regardez ce que je mets des valeurs. 25, 40, moins 12 et 35, respectivement dans A, B, C, D. Bon, je vais m'arrêter sur ça. La flèche, je l'utilise pour l'affectation. Donc, s'il vous plaît, dorénavant, vous utilisez la flèche pour l'affectation. D'accord. Ça veut dire, A, je lui affecte 25, B, je lui affecte 40, C, je lui affecte moins 12, et D, je lui affecte 35. Belek. Il y a des étudiants qui ont utilisé le 2 points égal. Ou là, le égal, ou là. L'année passée. Eh ben, nous, on va utiliser la flèche. En algorithmique, on utilise la flèche. Voilà. Je vais appeler cette fonction, cette procédure différence plusieurs fois. D'accord. On a dit une procédure, je l'écris une fois, mais je peux l'appeler plusieurs fois. Dans le même programme ou là dans plusieurs programmes différents. Donc ici, différence AB, res. Écrire res égale et je vais afficher le résultat. Après, je vais appeler différence BA res et je vais écrire le résultat. Après, je vais faire différence CD res et je vais afficher le résultat. Donc, regardez, le A, il va jouer le rôle de X et le B, il va jouer le rôle de Y. Donc, le premier appel, je vais faire quoi? Je vais faire A moins B. 25 moins 40. Le résultat sera moins 15.
l'appel différence en bleu, le deuxième. Je vais appeler avec BH, j'ai inversé, hein, et j'ai fait exprès. J'ai inversé pour savoir que le B maintenant il va jouer le rôle de X et le A il va jouer le rôle de Y. C'est pour ça que l'ordre des variables est important lorsque vous faites l'appel. Donc on va faire quoi? On va faire ici, on va faire B-A. Et on va obtenir un résultat. Quand je fais B-A, c'est 40 moins 25, je vais obtenir 15 au lieu de moins 15 au début. Maintenant, je vais appeler avec CD et le C va jouer le rôle de X, le D va jouer le rôle de Y. Et je vais avoir moins 12, moins 35. D'accord? C moins D, c'est moins 12, moins 35, je vais avoir moins 45. Donc là, c'est pour vous rappeler deux choses. C'est que je peux appeler plusieurs fois une procédure et que l'ordre des paramètres, il est important. La première variable va jouer le rôle du premier paramètre, la deuxième variable va jouer le rôle du deuxième paramètre. Il y a une troisième chose aussi, le résultat, un résultat dans une procédure, c'est quelque chose qui va avoir une nouvelle valeur selon les traitements qui sont faits dans la procédure. Parce que avant de rentrer dans la procédure, RES n'avait aucune valeur. Il n'a aucune valeur. C'est la procédure qui lui a donné une valeur. Et on retrouve cette valeur, pourquoi? Parce que c'est un résultat, c'est un paramètre qui est transmis en sortie avec S. Bon, ça, donc c'était pour l'appel d'une procédure. Donc directement, nom de la procédure et la liste des variables qui vont correspondre aux paramètres. Et parmi les variables qui correspondent aux paramètres, vous pouvez avoir des résultats. Alors, une fonction, maintenant pour appeler une fonction, il faut savoir qu'une fonction est manipulée comme une variable. Donc, quand vous appelez une fonction, il ne faut pas l'appeler directement comme une procédure, le nom de la fonction, les variables, et vous mettez un point virgule. Il faut soit l'affecter à une variable, bien sûr, vous l'appelez avec les paramètres et tout, les variables effectives, d'accord, avec les paramètres effectifs, mais il faudra l'affecter à une variable. Vous pouvez aussi afficher son résultat avec l'instruction écrire. Vous pouvez appeler la fonction et tester le résultat retourné par la fonction. Donc, vous la manipulez comme si vous manipulez une variable. Et je vous mets en vert en bas les différentes possibilités. Regardez les différentes possibilités et dites-moi si, voilà, si cela vous convient. Si vous avez compris. Les petits carreaux, s'il vous plaît, c'est parce que j'ai changé de PC. Les petits carreaux, c'est les guillemets. Res égale, c'est des guillemets. Quand on change de PC, parfois les caractères spéciaux, il met n'importe quoi. Regardez, j'ai dit, quand j'appelle la fonction, je peux l'affecter à une variable. C'est ce que je fais avec la première instruction, nom de la fonction avec la liste des variables qui vont correspondre aux paramètres. Le résultat qui sera retourné par la fonction, je vais l'affecter à X. Bien sûr, X doit être du même type que le résultat retourné par la fonction. OK? Je peux même appeler la fonction avec la liste des paramètres d'appel, des variables d'appel. Je peux l'appeler et j'affiche directement ce qu'elle retourne. Donc, je dirais res égale, c'est des guillemets ici, hein, je répète, et j'appelle le nom de la fonction. Ça veut dire que là, la fonction, elle va s'exécuter. Le résultat qu'elle va retourner sera affiché après le res égale. Voilà. Je peux même vérifier si le résultat, par exemple, est supérieur à 0, il est différent de 0, il est inférieur à 0, il a une autre valeur. Donc, je dis si, et j'appelle la fonction, regardez comment je fais, j'appelle la fonction avec les variables qu'il faut, les paramètres qu'il faut, et je dis si le résultat retourné est supérieur à 0, est-ce qu'il est différent de 0, etc. Donc, voilà, je suis en train de la manipuler comme une simple variable. Parce qu'en fait, il faut la manipuler comme le résultat qu'elle retourne, comme si c'était le résultat qu'elle retourne. Vous allez mieux comprendre avec l'exemple.
Regardez, voilà. Je vais m'expliquer là. J'ai repris le même exemple. معليش, exemple de fonction, j'ai repris le même exemple que tout à l'heure. Voilà. Donc, une fonction, j'ai écrit une fonction qui fait la différence entre x et y. Elle va faire x moins y, elle va retourner un résultat. هنا ماشي un paramètre de sortie, c'est un résultat qu'elle va retourner avec un return, avec l'instruction retourner. D'accord? Là, j'ai utilisé une variable locale que j'ai appelée R, juste pour stocker le résultat. Hein. J'ai utilisé une variable locale, j'ai mis R égale X moins Y. Je lui ai avec X moins Y. Donc, j'ai fait le calcul X moins Y. Le résultat, je l'ai placé dans la variable locale R. Avant de sortir de la fonction, je retourne ce résultat. J'ai mis retourner R. Place, la fonction, elle va retourner ce qu'elle aura trouvé comme résultat quand elle fait la différence X moins Y. Elle est toute simple, la fonction. Maintenant, je vous montre comment appeler la fonction dans un algorithme. Bon, voilà. Donc, j'ai pris, comme tout à l'heure, A, B, C, D, de type entier. Résultat reste de type entier. J'affecte les mêmes valeurs, 25, 40, moins 12 et 35. Regardez le premier appel de la fonction. Eh ben, j'ai fait les trois alternatives d'appel. Hein. D'accord. Le premier appel, il appelle la fonction différence AB. Ce qu'il obtient comme R, comme résultat, il va le stocker dans res. Donc, il fait une affectation. Et on va afficher ce qu'on va trouver dans res. Ce qu'on va trouver dans res, c'est quoi? C'est A moins B. D'accord? Parce que elle va faire la différence A moins B, elle va retourner le résultat. Donc, on va trouver moins 15 dans res. Vous me suivez? Parce qu'elle va faire 25 moins 40. Donc, première possibilité, c'est d'affecter le résultat de la fonction dans une variable. Deuxième possibilité, c'est écrire directement le résultat en appelant la fonction dans une instruction écrire. Vous voyez la deuxième instruction, res égale différence BA. D'accord? Donc, là, j'appelle la fonction, elle va faire un calcul, elle va retourner un résultat. Et bien, avec le résultat, il sera directement affiché par l'instruction écrire. Donc, comme elle va faire B moins 1, le résultat affiché sera res égale 15. Après, regardez, là, je vais l'utiliser, je vais l'appeler dans une condition. Si différence de CD est inférieure à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il y a un appel qui va faire la différence C moins D, il va avoir un résultat, R, qui sera retourné. Avec le résultat, on va vérifier s'il est inférieur à 0. On vous dit, s'il est inférieur à 0, vous allez écrire oups. D'accord? Eh bien, on va voir le C moins D, qu'est-ce qu'il fait? Il fait moins 12, moins 35. Il va avoir moins 47. Ce résultat, moins 47, il est inférieur à 0. On va écrire oups. Donc, c'est pour ça que je vous mets les affichages à droite après la flèche. Donc voilà, vous avez les trois possibilités d'appel d'une fonction. Soit vous l'appelez, vous stockez le résultat dans une variable, soit vous l'appelez dans une instruction écrire, soit vous l'appelez dans un test de condition, d'accord, et vous testez la valeur retournée par rapport à une autre valeur, est-ce qu'elle est inférieure, différente, égale, supérieure, et ainsi de suite. Et vous faites après le traitement qu'il faut. Il n'y a pas de point virgule, s'il vous plaît, avant le écrire, hein. La dernière instruction. Si différence de CD est inférieure à 0, écrire, vous enlevez le point virgule avant écrire. Bien sûr. Il y a un test. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions jusque-là, avant de passer à la suite? C'est très clair, madame. C'est beaucoup. C'est très clair, d'accord. Donc, voilà, très bien, très bien. Voilà. Donc, il faut faire attention quand vous appelez les procédures et fonctions, il ne faut pas appeler n'importe comment. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, on va avancer. Voilà. Les deux modes de transmission de paramètres, bon, j'avais anticipé un petit peu. Vous avez le passage de paramètres en entrée, ou bien on l'appelle par valeur, le passage par valeur,
et le passage de paramètres en sortie ou en entrée-sortie, on l'appelle le passage par référence, par variable, par adresse. Là, vous trouvez plusieurs appellations. Hein. Pour le paramètre d'entrée, c'est un paramètre par valeur. Pour les paramètres de sortie, c'est par référence, par variable, par adresse. Voilà. La différence, quand je fais passer un paramètre en entrée, le paramètre ne change pas de valeur. À la sortie de la fonction de la procédure, vous allez retrouver la valeur initiale de votre paramètre. Vous avez fait passer une valeur 5. À la sortie de la procédure de la fonction, vous allez retrouver la valeur 5. C'est le cas de la variable x et y qu'on a fait passer en entrée. Donc, si on l'a fait passer avec une valeur 100, on retrouve après l'appel avec une valeur 100. Voilà. Maintenant, pour le paramètre de sortie, c'est un paramètre qui change. À la sortie de la fonction, vous allez le retrouver avec une nouvelle valeur. Bien sûr, où est-ce que vous allez le changer? Vous allez le changer par les instructions de la procédure. D'accord? Vous allez les changer par les instructions de la procédure. Vous allez faire un calcul, vous allez le stocker dans ce paramètre. Ce paramètre, il va avoir une nouvelle valeur, c'est la valeur de votre calcul. J'ai vu une question, attendez, mais on peut les changer. Dites-moi, vous parlez de quoi? Dites-moi convenablement la question. On peut les changer, lesquelles? Le jeune qui a posé la question, qui a écrit, mais on peut les changer. Vous parlez de quoi? À quel niveau? Quand vous les faites, oui, quand vous les faites passer en entrée, oui. C'est pour ça que j'ai attendu votre question. Ok. Alors, votre camarade, regardez ce que j'ai écrit, moi. Les valeurs, les paramètres qui sont transmis en entrée ou par valeur. J'ai dit le paramètre ne change pas de valeur à la sortie de la fonction de la procédure. Après, lui, il me dit, mais on peut les changer. Oui, oui. Ça veut dire que là, dans le corps de la fonction de la procédure, tu peux t'amuser à mettre x égale, par exemple, x égale x moins 1, x sur 10, ce que tu veux. Mais si tu as fait passer le x en entrée, quand tu sors, tu ne vas pas retrouver un x modifié, tu vas retrouver un x initial. D'accord? Si ton x avait la valeur 100, même si dans la procédure tu fais x égale x sur 10, c'est-à-dire que tu vas obtenir 10, mais à la sortie de la fonction de la procédure, tu vas retrouver 100, tu ne vas pas retrouver une valeur modifiée. Donc du coup, on fait passer les paramètres en entrée si on ne veut pas les changer. Non, non, ils ne changent pas si tu les fais pas passer par adresse, ils ne changent pas, même en langage C, attention. Hein. En langage C, si tu fais passer un paramètre par pointeur, il va changer. Si tu le fais pas passer par pointeur, il va pas changer. Hein. Même si tu le changes à l'intérieur, il va pas changer. Voilà, c'est la même logique. Donc, en gros, et pour être plus précis, attendez, je termine la phrase. Pour être plus précis, si on veut que le paramètre change, on le fait passer en sortie ou en entrée-sortie. Si on veut que le paramètre ne change pas, on le fait passer en entrée, tout simplement. Madame Akin. Oui, votre question? Donc, là où je comptais, donc, on le fait passer par un pointeur. Si on veut changer la valeur d'un paramètre, mais في langage C. Oui. وندخلوه في void كيفاش نعرفوا بلي في هاد لو كا راح يتبدل ولا لا genre كاين وين انا regarde tu as une fonction. Attends, je vais t'écrire dans le chat, peut-être c'est mieux. D'accord. Tu écris void ma fonction hein, c'est ma fonction, je sais pas ce qu'elle fait, et tu mets int regarde, oops. Voilà, tu as écrit une fonction, bon j'ai dit en langage C, voilà, tu as écrit void ma fonction int étoile x int y, d'accord. Après quand tu vas appeler pour l'appel,
tu vas mettre ça dans un programme, dans un mail, tu vas mettre ma fonction, elle est de type void, hein. Tu vas mettre ça. Bon, on va utiliser A pour X et B pour Y. Tu peux utiliser ici. Regarde quand tu appelles. Tu appelles ma fonction adresse de A et B. D'accord? Ça veut dire que, en fait, le A, il va jouer le rôle de X et B, il va jouer le rôle de Y. Comme tu as fait passer X par pointeur, tu vois l'étoile, tu es obligé de l'appeler par adresse. Au moment de l'appel, tu es obligé de mettre adresse de A. Et Y, bon, tu l'as fait passer en entrée B. Donc, à l'intérieur de ta fonction, si le A, tu le changes, tu mets par exemple A égale A fois 2, ou la égale, et tu mets X égale X fois 2, par exemple. Quand tu sors de ta fonction, tu vas avoir ton A doublé. Parce que tu l'as fait passer par adresse. Maintenant, si tu fais la même chose pour Y, derrière la fonction, tu fais Y égale Y fois 2. Regarde, tu le changes quand même à l'intérieur. Mais à l'extérieur, tu vas pas retrouver un B doublé. Tu vas pas retrouver un Y doublé, un B doublé. Tu vas retrouver l'ancienne valeur de B. Parce que tu l'as pas fait passer par adresse. Tu ne veux pas qu'il change. Même si tu le changes dans la fonction, tu lui fais des traitements. Y égale Y fois 2, ce qui veut dire B égale B fois 2. Tu ne vas pas retrouver un B doublé. Tu vas retrouver un B initial. Ça m'a B égale à 20 avant la fonction. Et ben après la fonction, après l'appel, tu vas retrouver B égale à 20. Mais pour le A, si A égale 50, après la fonction, tu vas retrouver A égale 100. Il sera doublé parce que tu l'as fait passer par adresse, en sortie. Là, en entrée sortie. Oui, madame, j'ai compris Oui. ça. Et donc à Hada, c'est le cas pour les types simples. Est-ce que c'est le cas aussi pour les chaînes de caractères? Parce qu'il y a Oui, les chaînes de caractères, oui, les chaînes de caractères, forcément, on y arrive, en fait. Les chaînes de caractères sont passées par adresse, hein, forcément. Donc, si elle change, si tu la changes dans la fonction, elle va changer. Ah, d'accord. C'est pour ça, madame. Parce En langage C, exclusivement, les tableaux, chaînes de caractères, matrices, tableaux sont passés par pointeur. Mais une autre possibilité de les faire passer par valeur. Voilà. Là, je comprends. Hadou, c'est les variables simples. Oui, mais on y arrive. Merci, madame. Merci beaucoup. De rien. Ok, voilà. Voilà. Donc, maintenant, on dit comment indiquer le mode de transmission des paramètres. Un algorithme, en algorithmique, c'est une procédure, une fonction. Comment indiquer que le paramètre est en entrée, comment indiquer qu'il est en sortie ou en entrée-sortie. On va mettre juste un E, c'est ce que j'ai fait dans mes exemples avant. Si je veux que ça soit en entrée, je mets un E/. Si je veux que ça soit en sortie ou là en entrée-sortie, je mets un S ou un ES. Voilà. Et c'est en entrée-sortie. Mais c'est pas méchant même si vous mettez en sortie. Parce qu'une variable, elle rentre toujours avec une valeur. Même une case mémoire, elle est jamais vide. Hein. Elle rentre toujours avec une valeur. Donc, elle avec la valeur. J'écris entrée-sortie. Si j'en ai pas besoin, je peux écrire sortie. Et si vous voulez opter pour ce qui est sorti, vous voulez opter pour le mode entrée-sortie, c'est correct. C'est correct. Voilà. Donc, regardez ce que je fais ici. Exemple d'une procédure. Pour les modes de transmission de paramètres. Hein. Bon, j'ai oublié ici Y de type entier. Là. Et là, je peux l'enlever. Regardez la procédure permute. Elle fait rentrer X et Y de type entier. En entrée, hein, regardez le E. Je veux permuter, ça veut dire la valeur de X dans Y, la valeur de Y, elle va aller dans X. C'est ça la permutation. Bien sûr, pour faire une permutation, il vous faut toujours une troisième variable. Là, normalement, c'est élémentaire. J'ai utilisé une variable Z. Et pour les paramètres, j'ai utilisé le mode entrée. J'insiste sur ça. Hein. Donc, Z égale à X, Y égale, X égale Y, et Y égale Z. Après, je vais changer normalement les valeurs de X et de Y. Parfois, normalement, la permutation, c'est 3 instructions.
Maintenant, je vais appeler la procédure dans un algorithme. D'accord? Je vais l'appeler. Regardez, je reprends toujours les mêmes, moi, le même exemple. J'ai mis A égale 25, B égale 40, C égale moins 12, D égale 35. Permute AB. D'accord? J'appelle permute pour permuter A et B. En bas, je les affiche. Je me trouve si elles ont été permutées, les valeurs de A et B. Écrire A égale, et j'affiche A, B égale, et j'affiche B. Regardez ce qu'il m'affiche. Il m'affiche A égale à 25 et B égale 40. La même chose, j'appelle permute avec B et C. Et je vais afficher la valeur de B, je vais afficher la valeur de C. Je me chauffe, est-ce que réellement ça a été permuté? Il va m'afficher B égale à 40 et C égale moins 12. Pourquoi? Vous voyez que les valeurs de A et B n'ont pas changé. Hein? Elles n'ont pas changé. A initialement était égal à 25, c'est resté à 25. B était égal à 40, c'est resté à 40. Et C était égal à moins 12, c'est resté à moins 12. Pourtant, j'ai appelé la procédure qui fait la permutation. Pourquoi les valeurs, les variables gardent leur valeur initiale? Parce qu'ils sont seulement en entrée. Voilà, donc c'est ça l'erreur. Pour moi, c'est une erreur que j'ai faite. Parce que un, je voulais les changer. Mais je les ai faites passer en entrée. En entrée, elles vont pas changer. Même si dans le programme, tu les as changées dans le programme, dans la procédure, tu as mis la valeur de Y dans X, la valeur de X dans Y, mais à la sortie, tu vas retrouver les anciennes valeurs. Pourquoi? Parce que tes paramètres ne sortent pas de la procédure. Tu les modifies, la modification ne sort pas. Eh bien, ça veut dire que là, c'est une erreur. L'écriture à la procédure terre. D'accord? Donc, je vais corriger. Donc, j'ai dit, dans l'exemple précédent, les valeurs n'ont pas changé car les paramètres sont transmis en entrée. Il faut les transmettre en entrée-sortie. D'accord? Et là, je reprends le même exemple. C'est la même procédure avec les trois instructions, la variable Z. Mais ce qui a changé, c'est que j'ai fait passer X en entrée-sortie. Il rentre avec une valeur, il sort avec une nouvelle valeur. Et j'ai fait passer Y en entrée-sortie. Il rentre avec une valeur, il va sortir avec une nouvelle valeur. Voilà. Donc ici, j'appelle donc ma procédure la nouvelle heady où j'ai fait passer les paramètres en entrée-sortie. Je vais l'appeler avec le même exemple. Je garde A égale 25, B égale 40, etc. J'appelle permute AB et j'affiche la valeur de A et la valeur de B. J'appelle permute BC et je vais afficher la valeur de B et la valeur de C. D'accord? Donc, la première fois, quand je permute A et B, dans A, je vais avoir 40 et dans B, je vais avoir 25. D'accord? Les valeurs ont été permutées. Quand j'appelle permute BC, dans B, je vais avoir moins 12. La valeur qu'il y avait dans C, je vais l'avoir dans B. Et la valeur qu'il y avait dans B, je vais l'avoir dans C. Donc, je vais avoir 25 parce que B a été changé. Hein. B a été changé avec le premier permute. Donc, moi, je vais permuter. Pour la deuxième, je vais permuter les valeurs 25 et moins 12. Hein, mais chez 40 et moins 12. Ça, vous voyez, hein, c'est en séquentiel. Et là, je vous mets donc la remarque, c'est que les valeurs des variables ont changé car les paramètres X et Y sont transmis en entrée-sortie. Donc, voilà. Quand vous voulez faire sortir un résultat, vous voulez des variables qui changent, vous voulez un résultat à récupérer, il faut faire passer votre paramètre en sortie ou là en entrée-sortie. Si vous ne voulez pas qu'il change, c'est juste des données pour faire des calculs, etc. Et vos résultats, ils sont ailleurs, vous les faites passer en entrée. Et en langage C, c'est la même logique. Quand je veux qu'un paramètre sorte avec un résultat, d'accord, ou change de valeur, j'utilise la notation pointeur, étoile. Et quand j'appelle avec adresse. Et quand je ne veux pas que ça change, j'utilise normalement sans utiliser le pointeur, l'étoile et l'adresse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les étudiants font souvent des erreurs hein, sur ça. Ils font souvent des erreurs sur les modes de transmission de paramètres.
Voilà. Mhm. Voilà. Maintenant, je reviens toujours au langage C, haka vous allez vous retrouver quand vous allez faire le TP et tout. En langage C, les paramètres suivent aussi les deux modes, par valeur ou par variable, par adresse, par référence. Donc, on le dit comme ça. Pour le mode par adresse, on utilise l'opérateur étoile, indiquant un pointeur pour écrire la fonction, et pour l'appel, on utilise l'opérateur d'adresse. Ça, vous allez le voir dans les exercices de DB. Comment décider du mode de transmission? Si la variable doit changer, on utilise le mode entrée-sortie ou sortie-sortie. Si la variable ne doit pas changer, on utilise le mode entrée. Donc, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, voilà, on a des conventions aussi par rapport au passage de tableau en paramètres en langage C. C'est la question qui a été posée tout à l'heure. Voilà. On vous dit en langage C, les paramètres de type tableau. Le tableau, ça veut dire vecteur, matrice ou chaîne de caractères. Tout ça, c'est tableau. Hein. Parce que une matrice, c'est un tableau à 2 dimensions. Un vecteur, c'est un tableau à 1 dimension. Une chaîne de caractères, c'est un tableau à 1 dimension d'un vecteur avec un caractère de fin, anti/0 spécifique. D'accord. Voilà. Donc, les vecteurs matrices ou les chaînes de caractères sont passés exclusivement et forcément par adresse, car ils sont manipulés par pointeur. Le langage C manipule tout ce qui est tableau par pointeur. Donc, quand vous faites passer un tableau, c'est comme si vous faites passer l'adresse du tableau. Vous faites passer une chaîne de caractères, c'est comme si vous faites passer l'adresse de la chaîne de caractères, et la même chose pour la matrice. Donc, si votre fonction, votre procédure change le vecteur ou la matrice, elle va remplacer tous les zéros par 1. D'accord? Avec la matrice ou avec le vecteur, il va sortir modifié. Vous n'avez pas un autre moyen. Donc, si vous voulez le garder non modifié, vous le sauvegardez, comme l'appel, vous le sauvegardez dans une variable, et vous appelez avec votre vecteur, et sachez qu'après, il sera modifié. Donc, si vous le sauvegardez, vous allez continuer à travailler avec la variable que vous avez sauvegardée, avec le tableau que vous avez sauvegardé auparavant. Voilà. Mais en algorithmique, si je veux faire passer un tableau, ou une chaîne de caractères, ou une matrice, je vais garder la logique des variables simples. Si le tableau doit changer, ou bien c'est un résultat, je vais le transmettre en entrée-sortie ou en sortie. Si mon tableau, ma chaîne de caractères, ma matrice, tableau, ça englobe tout, s'il ne doit pas changer, je vais le transmettre en entrée. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vous dis, le langage C, il a une spécificité par rapport au tableau. Il les transmet, il les manipule par adresse. Donc, si vous les changez, automatiquement, après l'appel de la fonction, vous allez les retrouver modifiés. Maintenant, comment on va décider en algorithme pour les tableaux, les chaînes de caractères, etc. Est-ce qu'on va écrire un E? Est-ce qu'on va écrire un ES ou un S? Donc, je vous dis, on va garder la logique des variables simples. Si le tableau ne change pas, je vais le faire passer en entrée, E. Si le tableau doit changer, ou là, le tableau doit comporter, ça va être un tableau qui sera construit dans la fonction et ce sera un résultat qui va sortir, je vais le faire passer en entrée-sortie. Vous comprenez les conventions que je donne ici, c'est bon? Madame, Oui, oui. quand on a un langage C, on doit faire les paramètres. Est-ce que c'est obligé de mettre l'étoile pour les tableaux, les vecteurs, les matrices? Regarde, pour le tableau, regarde, hein, je vais te répondre quand même. Attends, je vais t'écrire dans le chat. Bon, je vais mettre void f1 par exemple, une fonction, je mets n'importe quoi. Hein. Je te mets les 3 possibilités.
Je préfère écrire les trois possibilités en bas du je vous envoie le message. Voilà, regardez les trois écritures, ce que vous allez écrire en langage C. Ok? Tu veux faire passer un tableau de taille 10. D'accord? Bon, tu vas le modifier, tu ne vas pas le modifier, qui met hein? D'accord? C'est la même chose. Tu écris une fonction F1. Alors, ton paramètre, tu le fais passer int t de 10. Tu peux préciser int t de 50, etc. Sinon, tu peux, regarde la deuxième écriture, tu peux le faire passer int t avec des crochets. Tu mets pas le 10. C'est aussi un tableau. Tu peux le faire passer avec pointeur, comme ça, sans mettre les crochets. Les crochets seront remplacés par l'étoile. Et ça désigne un pointeur. Un pointeur de tableau. D'accord? Voilà. OK? Voilà. Ça veut dire quoi est dans la fonction return? J'ai pas compris. La question n'est pas claire. Et dans la fonction return, qu'est-ce que vous voulez dire? Liamine. J'ai pas compris la question, hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour nous, en algorithmique, si c'est... Bon, tu vois la dimension, quand est-ce qu'il faut la préciser, sûr. Mais la dimension, quand tu la précises, c'est en entrée. Tu as un tableau de taille n. Tu fais en entrée le n. On arrive, il y a des exemples. Voilà. Regardez cet exemple. Oui, voilà. Tu écris int étoile t et si tu as besoin, donc, moi j'ai mis 10 parce qu'elle est belle, il est 10. C'est un tableau de taille fixe. C'est pour ça que j'ai pas mis le n, mais de tout comme des points de suspension. Il se peut qu'il y ait d'autres paramètres. Bien sûr, entre autres, si je ne connais pas la taille, c'est pas 10, exactement, je mets int n. Tout simplement, hein, regardez l'exemple d'une procédure qui utilise un tableau. Donc, on vous dit soit un tableau de réel de taille n inférieur ou égal à 50, donc c'est pas forcément 50. Hein. Écrire une action qui détermine le minimum et le maximum dans le tableau. J'ai un tableau qui contient des valeurs. Je veux savoir quelle est la plus petite valeur et quelle est la plus grande valeur du tableau. Regardez l'entête de ma procédure que j'ai appelée min-max. Min-max parce qu'elle va retourner le minimum et le maximum. J'ai fait passer le tableau en entrée parce que je ne vais pas le changer. Je vais juste voir la plus petite valeur. Je vais la sortir comme résultat. Et la plus grande valeur, je vais la sortir comme résultat. Donc, je fais passer T de type tab, ou ben, le type tab, je vais le définir. C'est le tableau de 50 de type réel. Je fais passer en entrée le N de type entier, c'est la taille effective de mon tableau. Et en sortie, je vais mettre deux résultats, le min de type réel et en sortie aussi, je vais mettre le max de type réel. C'est clair. Donc, les données, c'est mon tableau avec sa taille. Les résultats, c'est le minimum et le maximum. Je les fais passer en S, sortie. Donc, on a utilisé le mode en entrée-sortie, en entrée pour les données et le mode en sortie pour les résultats. Je vous ai mis des commentaires. D'accord? Voilà. Bon, Heidi, je la reprends ici. L'exemple de la procédure. Bon, le traitement, il est très simple. Hein. Je suppose que le min égale t de 0, le max c'est t de 0. Là aussi, je m'arrête un peu pour vous dire que on va utiliser la convention du C pour indicer les tableaux. Donc, on commence à 0. Donc, s'il vous plaît, les étudiants qui ont pris l'habitude d'indicer les tableaux à partir de 1, il faut les indicer dorénavant à partir de 0. C'est la convention du C. Donc, un tableau de taille n, il va aller de 0 à n-1. La dernière case, si vous avez un tableau de 10, la dernière case, c'est t de 9, parce que vous commencez à t de 0.
Ok, voilà, donc c'était juste une parenthèse. On indice les tableaux à partir de 0. Donc, je suppose que le minimum, il est à t de 0 et le maximum, il est à t de 0. En fait, je vais parcourir toutes les autres cases, de 1 jusqu'à n-1, jusqu'à la dernière. Si je trouve un t de i inférieur à min, alors le min, c'est t de i, parce que c'est une valeur plus petite. Si t de i est supérieur à max, alors max, c'est t de i, parce que j'ai trouvé une valeur plus grande. Et je vais sortir, c'est tout. Quand je sors de cette boucle, j'aurai vérifié par rapport à toutes les valeurs du tableau, je serai sorti avec une valeur minimale et une valeur maximale. Bon, on va appeler donc cette procédure dans l'algorithme. Algorithme test tableau. Je déclare le type tab égale tableau 50 de réel, définition du type. Mes variables, j'ai t de type taille, j'ai i et n de type entier, j'ai min max de type réel. D'accord? Bien sûr, je vais remplir d'abord mon tableau, c'est ce que j'appelle lecture du tableau. Donner n, donc je vais avoir le nombre de valeurs bel avec 20. Par exemple, l'essentiel, ça ne dépasse pas de 50. Pour i allant de 0 à n-1, je vais saisir les valeurs de mon tableau, donc lire t de i. Donc je vais remplir avec des valeurs 20, 25, moins 6, 11, 22 et ainsi de suite. Hein. Donc des valeurs quelconques. Et j'appelle la procédure. Vous voyez, en bleu, j'appelle la procédure min max, tn, min et max. Et je vais afficher les résultats. Les résultats min égale min et max égale max. C'est clair? Les valeurs min et max, c'est des résultats de la fonction parce que je les ai transférés en sortie. Je les ai transmis en sortie. Et donc, s'il trouve pour min moins 6 et pour max, il va trouver par exemple 46, par exemple, il va m'afficher moins 6 et 46, bien que, avant de rentrer dans la procédure, min et max n'avaient aucune valeur. Bon, ils avaient une valeur que je ne connais pas. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? D'accord. Voilà. Et là, je rappelle, donc, il faut respecter l'ordre des paramètres lors de l'appel de la procédure. C'est d'abord le tableau, la taille du tableau, la variable qui va recevoir le minimum et la variable qui va recevoir le maximum. Hein? D'accord. Il faut respecter l'ordre, le type et le nombre. Voilà, maintenant il y a des exercices d'application. Donc on a rappelé un petit peu la notion de procédure et fonction, comment faire passer les paramètres, les modes de passage. Quand il s'agit d'un tableau, comment il faut faire et ainsi de suite. Est-ce que vous avez des questions avant de passer aux exercices? J'ai une question, madame. Oui, oui. Les procédures, mais je parle du langage C, les fonctions langage C, void. Pour changer la valeur des paramètres, on a dit les لازم نديرو des pointeurs. Oui, oui. وكتب لي لا syntaxe باللي لازم نديرو هذاك ليطوال اللي انديكي باللي pointeur. ومن بعد نروحو لا فونكسيون main ونديكلاريو لي فاريابل تاعنا. اسكو نديكلاريوهم دي pointeurs ولا Non, non, regarde. Je vais te prendre l'exemple d'une variable x toute simple, une variable x int. Je vais t'écrire. Hein. Alors, tu vas avoir fonction f1, donc void f1, que j'ai écrit tout à l'heure. Alors, j'écris int x. Voilà. Bon, je mets étoile X parce que je veux faire passer ça par adresse. Je vais écrire par exemple X égale X fois 2. Voilà. Ça, c'est ma fonction. Bon.
Ça, c'est ma fonction. D'accord? Voilà. Donc, j'ai un X que j'ai fait passer par pointeur. Il est de type, donc, pointeur vers entier, et Y, il est de type int, tout simple. Bon, à l'intérieur de la fonction, là, quand je l'écris, je suis obligé de manipuler X par l'opérateur d'indirection, étoile. Donc, j'écris étoile X égale étoile X fois 2. C'est comme si je faisais X égale X fois 2. D'accord? Mais comme c'est par pointeur, j'écris étoile X égale étoile X fois 2. Y, je manipule normalement Y égale Y fois 2. D'accord? Maintenant, je vais l'appeler, la fonction. Donc, dans le programme, dans un main, je vais l'appeler. Alors, je vais mettre int x égale, bon, égale 40. Int y égale 35. Voilà. Je n'ai pas encore fini, hein. Donc, je prends deux variables x que j'initialise à 40 et y que j'initialise à 35. Après, je vais appeler ma procédure. F1, ma fonction, bon, elle s'appelle, c'est une fonction. Quand je l'appelle avec adresse de x et y. Et je vais mettre un printf. Je vais afficher x. Je vais afficher y. Bon, j'aurais pu utiliser dans le main A et B, mais ça dérange pas d'utiliser aussi X et Y, hein. D'accord. Je ne suis pas obligée, mais ça dérange pas d'utiliser X et Y. C'est pas le même X, le même Y, parce que le premier X, Y, j'ai dit, c'est des paramètres formels, ils n'existent même pas en mémoire. Voilà, bon, je regarde, est-ce que je me suis pas trompée? F1 égale, F1 de adresse de X, Y. Voilà. Voilà. Regardez comment vous allez appeler votre fonction F1. Derrière le main. Vous allez appeler le premier avec adresse de X. Parce que dans le F1, vous avez dit que le premier paramètre, c'est un pointeur vers entier. Donc, vous devez appeler avec une adresse, avec un pointeur. Et le deuxième paramètre, vous avez dit, c'est juste un int. Donc, vous allez appeler Y directement. Bon, on a appelé F1, qui fait normalement X fois 2 et qui fait pour Y fois 2. Mais quand on va afficher, on va trouver quoi pour X? On va trouver combien pour X? Je vous pose la question, combien vous allez trouver? Quelle valeur pour X? Vous êtes avec moi? D'accord. Oui, oui, madame. Vous allez trouver 80. Oui, il ne faut pas me poser la question, c'est 80. Oui, oui, Parce que madame. vous avez fait passer le X par adresse, donc il va être modifié. Et le Y, vous allez trouver quelle valeur? 35. Le Y, 35. D'accord? Même si dans la fonction, vous avez écrit Y égale Y fois 2, il ne va pas changer parce que vous ne l'avez pas fait passer par adresse. Oui, oui, madame. Donc, pour les tableaux, c'est différent. Les tableaux, on ne met pas adresse parce que le T lui-même, quand tu appelles avec T lui-même, c'est une adresse. Allez, vous allez le voir plus en détail. Les tableaux, vous n'êtes pas obligé de mettre adresse de T. Vous mettez directement T, c'est une adresse. Elle-même, c'est une adresse. Même les chaînes de caractères. C'est clair, jeune homme, c'est clair? Oui, Les autres madame, c'est études, très clair. c'est bon? Très clair. Merci beaucoup, madame. Ok, très bien. Donc, on va passer aux exercices d'application. Voilà, donc je vous donne l'énoncé. Écrire une fonction qui vérifie si un nombre positif est parfait. On vous dit c'est quoi un nombre parfait. Après, afficher les nombres parfaits d'une suite de un nombre qui serait entré un par un au classe. Donc, là, c'est l'algorithme qui va utiliser la fonction.
Bon, je vous laisse 10 minutes. Vous allez réfléchir un peu à la... On fait une petite pause, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, madame, on vous Ah, entend. très bien. On fait une petite pause de 10 minutes ou là, un quart d'heure. Vous allez juste réfléchir peut-être, ou là vous prenez votre pause ou là. D'accord? Je reviens. Je vais D'accord. laisser la séance, hein. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Ok.